Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Vincent Julet Parade. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci de m'accueillir. Alors Vincent, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors c'est une longue histoire. Je me destinais pas du tout à être avocat. J'étais pas du tout issu d'un milieu d'avocat. Moi, je grandissais en banlieue parisienne. J'avais un père militaire et une mère agent administratif. Je voulais à la base être conducteur de train. J'étais passionné de train. Je vivais devant une voie ferrée. Et je me voyais aux commandes d'un TGV ou du Capitole. Et puis en novembre 95, mes parents sont partis comme tous les soirs promener notre chien. Alors, dans une zone mixte entre ville et campagne. On était à Bretigny-sur-Orge. Et mes parents sont partis. Devaient revenir quelques minutes après pour m'amener au judo. Et le temps est passé. Des minutes, des dizaines de minutes. Et puis, mon père est revenu seul. Avec ma question qui tout de suite a été celle, mais où est maman ? Et là, il m'a dit, ta mère arrive, ne t'inquiète pas, je vais la rejoindre. Et là, quelque part dans cette phrase, il y avait déjà un malaise. Donc, je l'ai suivi du regard, je l'ai vu par la fenêtre parler à la voisine. Et c'est la voisine qui, devant ma panique, quelque part m'a dit qu'un accident avait eu lieu, que mes parents avaient été renversés par une voiture, que ma mère était blessée, mais que ce n'était pas grave, que les pompiers allaient s'occuper d'elle. Et quelque part, je suis parti au judo et 48 heures après, j'apprenais que ma mère avait été tuée par un chauffard qui était récidiviste, qui roulait avec 3 grammes d'alcool dans le sang, qui avait pris la fuite. Et à 12 ans, c'est quelque part le monde qui s'écroule tout d'abord. Donc d'abord le sentiment de l'injustice, qui est le fondement même, je pense, de la vocation de devenir avocat. Mais je restais encore dans l'optique de devenir conducteur de train. Et puis, ça a été une rencontre fabuleuse. Alors, fabuleuse sur le plan professionnel, mais surtout fabuleuse sur le plan humain avant tout, qui a été celle de Jeanne Collard, qui a été notre avocate. Mon père, tout de suite, a pris contact avec son cabinet. Elle avait été elle-même victime d'un accident quelques années auparavant. Elle venait de réouvrir son cabinet. Bon. Et mon père a été la voir pour lui confier la défense de notre dossier. Et Jeanne, avant d'accepter, a souhaité me rencontrer aussi. En disant à mon père que un dossier, c'était une aventure humaine et qu'il fallait qu'elle me connaisse. Donc j'ai rencontré Jeanne quelques semaines plus tard, qui tout de suite, sans que je sache pourquoi, m'a pris sous son aile, mais m'a pris sous son aile en tant qu'enfant et en tant quelque part mère de substitution. Donc Jeanne m'a accompagné durant les années qu'on suivit, m'a intégré presque dans le schéma familial et est devenue une mère de cœur, véritablement. Et quelque part, quand vous vivez dans la sphère, pas dire dans l'ombre, mais dans la sphère d'une personnalité pareille, parce que c'était vraiment un personnage, c'est ce genre de rencontre qui fait naître des vocations. Et donc, en la voyant, je me suis dit, quelque part, j'aimerais bien aussi faire ça. Voilà. Et donc, c'est cette rencontre-là avec Jeanne, cet accompagnement qui m'ont donné la vocation de devenir avocat. Et je pense que, à 14 ans, je voulais être avocat et j'en ai jamais vraiment démordu. Le traitement de votre dossier, ça a duré combien de temps ? L'homme qui a tué ma mère a été jugé 2 ans plus tard. Donc j'avais 14 ans et ça a été long parce qu'encore une fois j'étais un enfant. La procédure, il y avait une instruction judiciaire, donc la procédure me paraissait très longue. Et puis il y avait des éléments que mon père voulait pas forcément que je sache sur ce que l'homme avait pu faire avant, en tout cas en prenant la fuite. Et donc quelque part j'étais dans cette attente. Et surtout l'attente du procès. Je pense que le procès, c'était vraiment le moment que j'attendais le plus, parce que c'était le moment où j'allais être confronté à lui, où j'allais entendre sans doute des excuses. Et puis, au début, si vous voulez, vous êtes focalisé sur ce qui vous arrive est injuste. Et vous êtes un enfant, pas de votre mère, c'est ce qui est le plus important. Vous prenez pas la mesure, quelque part, qui a été ensuite mon engagement, de vous dire ce qui nous arrive, c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce que ça se passe tous les jours.
Et durant les mois et les années qui ont suivi l'accident, avant même le procès, mon père avait rejoint la Fondation Anne Sellier, qui est une association de victimes. Et c'est en allant aux assemblées générales de la Fondation, en accompagnant mon père dans des réunions publiques sur la sécurité routière, en accompagnant Jeanne, que quelque part j'ai fait la rencontre de parents qui avaient perdu leurs enfants, de personnes handicapées, et est né rapidement le sentiment que tout ça n'était pas une simple fatalité. C'était un accident, mais qui trouvait sa source dans la faute. Et aussi est né un sentiment de révolte contre une acceptation globale. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque 25 morts par jour, et que c'était à peu près le prix à payer. Donc il y a eu ce procès qui, deuxième temps de la révolte, ça a été la confrontation au système judiciaire. Avec, à l'époque, les audiences pénales, or tout aussi surchargées qu'aujourd'hui, mais les magistrats, je pense, n'étaient pas encore totalement sensibilisés à la place des victimes. Et donc, on s'est retrouvé avec mon père au dernier rang d'une salle bondée à Évry, spectateur de notre propre histoire. Mon père a même pas été appelé à la barre pour dire quelques mots. Je me suis rendu compte, au bout de 2 heures d'audience, que j'étais assis à côté de l'homme qui avait tué ma mère depuis 1 heure, je ne savais pas. Et puis une audience où quelque part ma mère était une partie, un numéro. On déshumanisait tout ça, vraiment. Et une peine qui au final avait été sévère pour l'époque, de 3 ans d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, avec une annulation du permis de conduire de 4 ans, donc quelque chose qui était lourd à l'époque. Et c'est vraiment, je pense, d'abord c'était la première audience à laquelle j'assistais avec Jeanne, donc il y avait aussi ce moment qui était fort. Ça a été la deuxième phase de la révolte. Ça a été de se dire, mon cas n'est pas isolé et on laisse les gens se tuer sur la route. Et 2, quelque part, la justice apporte pas les réponses qu'il faut. Et donc, à mon avis, après le procès à Évry, je suis rentré dans le combat de Jeanne. Voilà, véritablement, parce que il y avait cette volonté de lutter contre l'accident de la route, et en plus, le fait de se dire qu'un avocat pouvait jouer un rôle dans l'avancement des débats de la société. Vous dites que Jeanne est devenue une mère de cœur, que vous étiez dans sa sphère, et que c'est le fait de graviter dans cette sphère et de tisser ce lien très proche avec elle qui a participé à votre envie de devenir avocat. Ça veut dire quoi, graviter dans sa sphère ? Ça veut dire que même passer ce procès, même passer le fait qu'elle vous accompagne comme victime. Enfin, vous avez continué à la côtoyer, vous veniez à son cabinet, elle vous emmenait en audience. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement, ce lien ? Comment il s'est exprimé ? Alors, ça allait même beaucoup plus loin. Quand je disais que Jeanne a été une mère de cœur, elle a joué ce rôle à merveille et je lui dois énormément. Elle m'a intégré dans la structure familiale. Voilà, je suis devenu un élément de la structure familiale. J'ai gravité dans la sphère privée, elle m'a emmené en vacances, elle m'a vraiment, elle m'a pris sous son aile, elle m'a formé, elle m'a pas éduqué, parce que j'étais quand même éduqué, mais en tout cas, elle m'a fait rentrer dans ses pas, et donc je l'ai accompagnée à des colloques, elle m'a fait participer aussi, j'ai perdu ma mère en novembre 95, et en avril 96, j'ai participé à ma première émission sur TF1 avec Jean-Pierre Pernaut sur une soirée spéciale sécurité routière. Donc vraiment, elle m'a embrigadé quelque part dans sa petite armée de militants. Et elle m'a aussi apporté quelque part l'affection profonde dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc ça a été un modèle professionnel, une mère de cœur. C'était bien au-delà. En fait, c'était un mentor, voilà, au sens où l'on l'entend. Je pense qu'il y a pas mal d'avocats de la génération passée qui parlent de ces mentors, de ces maîtres. Moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'avoir Jeanne Collard comme mentor, aussi d'avoir Christiane Sellier, qui était la présidente de la Fondation Anne Sellier, qui a joué aussi un rôle fondamental parce que elle venait tempérer un peu la fougue de Jeanne. Donc les deux, l'une m'apprenait la révolte et le combat, l'autre m'a appris que pour faire avancer un débat, il faut un minimum de consensus. Et ces rencontres ont été une chance inouïe. Moi, je pense que ma plus grande, pas satisfaction, mais ma plus grande chance, je pense, ça a été qu'on me permette de transformer quelque chose qui était épouvantable, qui je pense aurait pu me détruire et me laisser sur le carreau, me faire vriller, en quelque chose, je pense, de plutôt positif aujourd'hui. Donc un militantisme très tôt, très jeune.
Donc 13, 14 ans, vous étiez dans les associations, les colloques, les émissions, de tout ce monde militant pour la protection des uns et des autres et la prise en compte des victimes. Oui, j'avais 14 ans, j'ai commencé à aller témoigner durant les vacances scolaires dans les lycées pour faire comprendre aux jeunes de mon âge, partant du constat qu'un jeune devait parler aux jeunes, qu'il fallait pas faire les cons sur la route. J'ai participé aux travaux de création de Sam, le conducteur désigné. Voilà, Sam, c'est né d'une réunion au ministère avec Rémi Hetz, qui maintenant est procureur général à la Cour d'appel de Paris, mais qui à l'époque était délégué interministériel. Rémi Hetz nous avait réunis avec 4 autres jeunes et une agence de com pour réfléchir là-dessus. Sam en est né. Pourquoi Sam d'ailleurs? Je fais une parenthèse, mais pourquoi Sam? La question me taraude. Pourquoi Sam? Parce que en fait, l'idée c'était de copier Bob, qui existait en Belgique, et il fallait un nom court, un nom asexué, un nom que les jeunes s'approprient. Au début, ça devait être Joe. Ouais, l'idée initiale c'était Joe, et il y a eu des soucis à cause de JO et des candidatures de Paris aux Jeux Olympiques. Donc on est parti sur Sam. Et donc voilà, ça a été le lancement de Sam. Aujourd'hui, j'éprouve une petite fierté quand il m'arrive, quand il m'arrive encore, parce que je le fais encore 1 ou 2 fois par an, des interventions dans les lycées, d'aller devant des gamins qui pourraient être mes enfants et de leur dire: vous connaissez le conducteur désigné? Tout le monde dit: bah oui, quand on sort, on prend un Sam. Et ça, c'est se dire, voilà, il y a un combat qui a été porté. Donc un militantisme tôt, qui moi m'a fait vivre quelque part une adolescence un peu particulière, hein, parce que quand les autres sortaient, se voyaient entre amis, bah moi j'allais à Grenoble, à Toulouse. Mais encore une fois, ça a été une formation fabuleuse. Et quand on reprend tous mes bulletins scolaires de quand j'étais gamin, la principale critique qu'on me faisait, c'était ma timidité. Et quelque part, tout ça m'a permis au contraire, voilà, de prendre la parole. Et ça a été une très belle école parce que ça m'a permis de participer. Si vous voulez, je pense que toutes ces réunions au ministère, tous ces projets qui ont été montés, ça vous apprend plus que tous les cours de l'université réunis, voilà, en termes d'intelligence humaine. Ouais. Et vous dites que de ça est née la conscience que, par exemple, comme avocat, vous pouviez contribuer à cet écosystème et à l'amélioration des choses. Le fait que ce soit, par exemple, comme avocat et pas comme autre chose, ça a été une évidence ou ça s'est fait sur le long cours? Je pense que ça a été assez rapide. Parce qu'encore une fois, j'avais l'image de Jeanne Collard qui était là, qui était une vraie militante, qui était révoltée, qui était parfois même un peu trop. Mais donc l'idée vraiment que le premier livre qu'elle m'a offert, c'était un livre de Jacques Izorni sur l'affaire Pétain, justement. Et elle m'a dit, voilà, j'ai lu ce livre, c'est ce livre qui m'a donné envie d'être avocate, et j'aimerais que tu le lises. Alors, je l'ai lu au début, mais j'avais 14 ans, c'était un peu dur, mais je l'ai lu après. Et je pense qu'en effet, il y avait, au travers des livres que j'ai pu lire, des grands exemples, que ce soit Badinter, Gisèle Halimi, l'idée que oui, l'avocat, c'est un homme ou une femme dans la société qui a cette chance d'être libre de sa parole et de pouvoir faire bouger les choses. Je pense la justice n'est que le reflet de la société et on peut vraiment faire bouger les choses par là. Et l'exemple que j'ai eu a fait naître cette conscience rapidement. Je pense qu'à 16 ans, pour moi, c'était sûr qu'il fallait que je sois avocat pour faire bouger les lignes. Donc, fac de droit. Alors, ça a été, objectivement, je dois dire, ça a été un peu plus compliqué que ça. Parce que j'ai eu mon bac en 2001. Bon, maintenant, je peux le dire, il y a prescription. Je me suis retrouvé inscrit à Assas parce qu'il fallait aller à Assas. Bon. Et là, je me suis, à mon avis, pris le retour de bâton j'ai pas eu d'adolescence, j'ai pas vraiment eu le temps malgré tous ces combats, je pense que j'avais pas eu le temps d'assimiler ce que j'avais vécu véritablement. Alors, se battre, c'est bien, hein, ça vous permet d'avancer, mais quelque part, il y a peut-être aussi des blessures qui sont toujours béantes. Et j'ai commencé une année de droit à laquelle je pense que j'étais pas prêt, donc je l'ai foiré lamentablement. J'ai tenté une deuxième à laquelle j'ai pas été très assidu. Et il y a eu une période de flottement de 4 ans durant lesquels je me suis plongé la tête la première dans le monde associatif en mettant de côté mes études.
Et il y a un moment où j'étais un peu confronté à la réalité. J'étais pris entre deux eaux, c'est-à-dire le gamin modèle qui était vachement actif, qui faisait bouger les choses, qui prenait part à des projets fabuleux. Et au fond de moi, de me dire quel gâchis, quoi. Je veux dire, J'arrive pas à avoir mes semestres, quoi. voilà, si tu veux vraiment faire quelque chose, réinscris-toi en droit. Et Jeanne m'a confronté là-dessus. Et elle a eu raison. Ça a été assez dur, mais je pense qu'elle en a eu raison. Et je suis reparti sur les bancs de l'université à 22 ans. Non plus à Paris, mais à Troyes, où vivait mon père. Donc, je suis retourné chez mon père, un peu contraint et forcé. Et donc, j'ai repris mes études. Avec l'idée que, de toute façon, j'avais pas le droit à l'erreur, donc qu'il fallait que je bûche vachement. Donc j'ai pris beaucoup de recul vis-à-vis des associations dans lesquelles je pouvais être engagé, et j'ai passé toutes mes années plutôt bien. Donc fac de droit, puis le CRFPA passé à la fin de la première année de master, parce que si je pouvais gagner une année, c'était tout aussi bien. Donc j'ai réussi à l'avoir en première année de master. Et finalement, l'école du barreau et la prestation de serment en 2013. Tout ça à Troyes ? Alors j'ai fait Troyes et ensuite j'ai fait Reims en deuxième cycle. Et après, il y a eu IEJ à Reims, CRFPA obtenu à Reims, et j'ai réussi à obtenir mon intégration à l'EFB à Paris. Et vous qui initialement étiez allé à Paris, à SAS, le Prestige, tout ça, finalement le retour à Reims, pardon, c'est la référence littéraire qui me fait sourire là-dedans. Et où vous avez finalement fait toutes vos études, pas juste la licence, et puis une fois la licence et la droiture retrouvée, vous auriez pu repartir à Paris pour... Non, finalement, vous avez fait vraiment tout ce cursus d'études secondaires et de professionnalisation à Reims. Qu'est-ce que... comment est-ce que vous l'avez vécu ? D'abord, le retour à l'université a été très très dur. Très dur parce que j'avais quelque part déserté les bancs de l'université durant quelques années. Refranchir la porte de l'université a été assez dur. Me retrouver avec des jeunes qui avaient 18 ans quand moi j'en avais 22. Et en plus, le comble de l'histoire, ça fait sourire maintenant, mais l'une des causes de ma disparition d'Assas en première année avait été un chargé de TD d'une dureté épouvantable en histoire du droit, me semble-t-il, ou histoire du droit constitutionnel. Et il se passe que quand je réintègre Reims, premier cours qui est donné, c'était droit constitutionnel, et le chargé de TD que j'avais eu à Assas était devenu professeur à Reims et donnait le cours de droit constitutionnel. Donc je me suis dit que c'était quelque part un signe. Et après, si vous voulez, moi j'ai beaucoup aimé ces années à Troyes. D'abord parce que c'est une petite unité et que je pense que c'est toujours une chance que d'avoir des universitaires à portée de main. C'est que on était en première année on était 150, en deuxième année on était 70 et 50 en troisième. Donc on avait des rapports très particuliers avec nos enseignants. Et j'aurais pu, à la fin de ma licence, et d'ailleurs j'avais postulé pour retourner à Assas et j'ai été pris, j'aurais pu retourner à Assas et j'ai joué la loyauté vis-à-vis de la fac de Reims, et notamment d'un couple de professeurs, monsieur et madame Clément, que j'avais eu en droit pénal et en droit civil, que je sentais parfois un peu triste de voir tous leurs bons étudiants partir, et madame Clément qui me disait... mais vous allez nous rejoindre, mon mari serait très content de vous avoir dans son master. Et finalement, je suis parti à Reims et j'ai terminé à Reims. Et j'en suis pas vraiment parti d'ailleurs parce que je continue à y enseigner. Voilà, donc aujourd'hui, j'enseigne à l'université qui m'a formé. Alors j'imagine que vous avez fait vos stages notamment auprès de Jeanne. Oui, tout à fait. C'était la voie tracée. J'ai eu un moment de doute sur est-ce que je faisais vraiment du droit des victimes. Si vous voulez, il y a un moment où je me suis dit que le comble du romantisme judiciaire, ce serait d'aller de l'autre côté et de faire du pénal. J'adore le droit pénal et j'aurais adoré faire du pénal, même du pénal du mauvais côté. En tout cas, ça m'a effleuré l'esprit. Et après, si vous voulez, il y a la réalité du métier. Et les choses... moi, je voyais des amis à moi, notamment à l'EFB, qui galéraient pour trouver des stages. Et moi, tu me disais, mais t'as une chance fabuleuse, t'as ta place qui t'attend chez Jeanne Collard, pourquoi aller voir ailleurs ?
Et je pense aussi que vis-à-vis de Jeanne, il y avait une nécessité de loyauté. Elle m'avait donné le goût de ce métier, elle m'avait quasiment élevé. Je me sentais pas d'aller ailleurs. Et donc, j'ai en effet fait mes stages au sein du cabinet. Donc, j'ai commencé comme stagiaire. Et après, j'y suis resté. Comme collaborateur. Comme collaborateur. Et alors, est-ce que ça a fait évoluer votre relation ? Oui. Oui, ça a été, je le dis aujourd'hui avec une certaine lucidité, je pense que c'est très compliqué d'allier le professionnel et le personnel. Voilà, c'est très compliqué. D'abord parce que Jeanne était une femme fantastique, mais avec un caractère bien trempé. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un sentiment de... J'estimais lui devoir énormément, qui, à mon avis, au bout d'un moment, m'étouffait moi-même. Voilà, Et puis Jeanne avait aussi donc son associé qui est sa fille. Donc quelque part, il y a aussi un rapport à la légitimité qui n'était pas forcément simple. Et il y a eu un moment où j'ai vraiment eu besoin de dire, au bout de 3 ans, j'ai besoin de voler de mes propres ailes, parce que si je le fais pas, je pense que je vais même arriver à ne plus aimer ce métier. Voilà. Ah ouais, c'en était là ? Oui, bien sûr, et où j'étais pas épanoui, j'étais pas heureux, et je pense que Jeanne le sentait aussi, donc c'est la raison pour laquelle, puis il y a eu un concours de circonstances, j'ai perdu ma grand-mère, la mère de ma mère, à qui j'étais très très attaché en février 2016, qui contre toute attente m'avait laissé une assurance vie qui me permettait d'avoir les fonds nécessaires pour m'installer, bon. Et donc j'ai décidé en fin d'année de partir, pensant véritablement que s'il fallait faire le choix entre la relation professionnelle ou la relation personnelle, il fallait sauver le personnel. Parce que, à mes yeux, la relation avec Jeanne, la plus importante, c'était celle de la mère avant d'être celle du collaborateur, éventuellement de l'associer un jour. Et puis j'avais aussi besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de ça. Genre, tout comme je m'étais prouvé que j'étais capable de reprendre mes études, j'avais besoin de me dire, je suis capable de monter un cabinet. Et donc je lui ai annoncé en fin d'année 2016 que je souhaitais voler de mes propres ailes. Et je pense que comme toutes les histoires un peu passionnelles, les choses sont pas toujours aussi simples que ce que l'on souhaiterait. Donc je pense que la relation était ambivalente. En tout cas, l'appréciation chez Jeanne était ambivalente entre sans doute la fierté et la conscience de la nécessité que je vive cette aventure-là. D'ailleurs, on me l'avait écrit. Et je pense, au fond d'elle, un sentiment de trahison qui fait qu'on s'est perdu de vue, malheureusement. Ça a été assez difficile pour elle, et je pense, pour moi, et sans doute aussi pour elle. Mais malgré tout, ça m'a pas empêché de m'installer et d'avoir, là, pour le coup, un vrai défi. Moi, je pense qu'il y a rien de pire dans la vie que la routine. Donc, j'en étais arrivé à un moment où j'avais vraiment besoin de me confronter à un vrai défi. Avant qu'on parle de votre installation, qu'est-ce que votre très jeune militantisme, le fait que vous ayez baigné très tôt dans cet univers, qu'est-ce que ça vous a apporté à vos débuts comme avocat ? J'imagine que ça a été comme un court-circuit, quoi, de beaucoup de codes à adopter dans un milieu. Mais je suis curieuse d'avoir votre perception. C'est-à-dire que vous arrivez, jeune avocat en droit des victimes, en collaboration auprès d'une avocate de renom, mais vous avez déjà 10 ans derrière vous de connaissances de ce secteur par un prisme très personnel. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous savez, je pense que c'était Gisèle Halimi, me semble-t-il, qui disait quand je rentre dans le prétoire, j'emporte ma vie avec moi. Et je pense que c'était un peu ça, en fait. Genre, je gardais ma colère intérieure avec cette capacité de la porter pour les autres. Donc, c'était quelque part la suite logique de tout ce que j'avais vécu, avec, il est vrai, la nécessité d'intégrer de nouveaux codes. Le militant, il peut s'emporter. Le militant, il peut... il n'est pas voué au sacro-saint respect qu'au doit son interlocuteur et notamment au magistrat. Mais c'était le complément, quoi. C'était vraiment le complément. Et je pense que ça a été aussi un atout. Ça a été un atout parce que quand vous êtes militant au fond de vous et que vous avez toujours cette colère, en tout cas cette hargne de défendre, je pense qu'il y a des fois où vous allez aller pousser la négociation plus loin, où vous allez rentrer peut-être notamment en audience pénale. Moi, très souvent, j'ai des adversaires qui me disent on a entendu la partie civile
On ne savait pas que la partie civile avait le rôle du parquet. Mais je pense aussi il y avait cette... moi, j'ai considéré cette robe d'avocat comme une vraie chance de pouvoir utiliser mon expérience et pousser mon militantisme encore plus loin, tout en adoptant naturellement les codes d'un monde que je découvrais, dans lequel il fallait que je m'intègre. Et donc cette installation ? Cette installation, elle s'est passée, comme je pense, pas très original, hein, mais vous partez un peu, vous êtes collaborateur, vous avez quelques dossiers, mais bon, c'est pas ça non plus qui va vous occuper. Mais en plus, je suis parti un vendredi matin de la maison sans avoir dit à personne que j'allais donner ma démission. Et je me retrouvais le soir avec la démission donnée et surtout cette volonté du cabinet que les choses s'arrêtent vite. Donc je me suis vite retrouvé dans un bureau aménagé à la hâte dans l'ancienne loge de concierge d'un immeuble du 16e arrondissement, avec ma table de travail, mes étagères vides, et la question de se dire, maintenant, tout ça, il va falloir le remplir. Donc l'angoisse, naturellement. Vous êtes hyper angoissé parce que vous vous dites que vous avez peut-être fait une très grosse bêtise. La nécessité d'en vivre, naturellement. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon passé de militant associatif m'ont énormément servi. Ça veut dire que j'avais pas de dossier pour m'occuper, j'avais pas de conclusion à rendre, pas d'assignation à faire, mais j'avais un site internet à créer, j'avais de la prospection à développer, et j'ai repris mon bâton de pèlerin que j'avais connu en tant que militant associatif. Et j'ai commencé à faire mon site internet, à aller voir les associations qui s'occupaient des accidentés, à démarcher les centres de rééducation, quelque part à me vendre. Voilà, je l'avais fait en tant qu'associatif, là je le faisais en tant qu'avocat. Et ça a occupé mes premiers mois et quelque part ça a apporté ses fruits assez rapidement. Au bout de combien de temps vous diriez que ça a apporté ses fruits ? Je pense qu'au bout de 6 mois, je commençais à avoir des dossiers qui rentraient. Alors... quand on se replonge un peu à ces moments-là, chaque dossier qui rentrait, on avait l'impression que c'était fabuleux. Et avec le recul, aujourd'hui, je me dis, en fait, c'était pas grand-chose. Mais les dossiers commençaient à rentrer. Et puis, j'ai eu aussi la chance d'avoir des clients qui rapidement m'ont recommandé. Et donc, de fil en aiguille, on va dire qu'au bout de la première année, alors, je ne vais pas dire que j'explosais les scores, mais il y avait des indices qui faisaient que c'était parti. Voilà. Donc, tout type de victime ou assez rapidement, il y a un profil de victime en particulier qui s'est dessiné ? Vu qu'on ne se refait pas et qu'on ne refait pas son histoire, naturellement... Beaucoup d'accidents de la route. Voilà, je n'ai pas souvent dire... mes victimes préférées, mais parce que je dis ça, quand je dis que mes victimes préférées, ce sont pour des clients avec qui je suis particulièrement proche, mais sont venus à moi les victimes de la route, d'abord parce que j'avais une histoire à vendre. J'avais mon histoire. Au-delà quand je me suis installé, j'étais jeune avocat, j'avais 3 ans de barre, j'avais pas la spécialisation, j'étais pas à l'ANADAVI, j'avais pas encore des résultats clairs dans des audiences, mais je pense que les gens, en tout cas les gens qui s'adressaient à moi, venaient en se disant que quelque part quelqu'un qui avait vécu ça était peut-être à même de bien les écouter et de bien les accompagner. Et j'ai tenté d'être autant que faire se peut à la hauteur de leurs attentes. Également, les victimes d'accidents médicaux, parce que c'était le droit de la responsabilité médicale, je l'avais touché du doigt chez Jeanne Collard, et c'est un droit qui est passionnant. Qui est passionnant parce que vous avez surtout la recherche de la responsabilité, avec en termes de choix stratégiques, des choix. Est-ce qu'on va devant la CCI? Est-ce qu'on va en judiciaire? L'appréciation d'un dossier. Donc c'est particulièrement vers ces deux types de victimes que mon activité s'est développée. Et j'ai gardé quelques dossiers au pénal, donc des victimes d'infractions avec notamment des procès criminels, parce qu'aussi j'avais c'était quelque chose qui me plaisait, et les audiences pénales ont toujours été chez moi un exutoire. Quelque part, ça m'a toujours fait du bien. Donc j'ai aussi développé ça.
Et vous dites que oui, au bout de 6 mois, vous avez commencé à avoir des dossiers et que assez rapidement, en tout cas quand vous avez clôturé votre premier exercice, les signes étaient plutôt prometteurs. Comment ça s'est poursuivi ça ? Ça s'est poursuivi qu'après, alors c'est vrai que les premiers temps, hein, j'étais, on va dire, d'abord commercial, ensuite avocat. Après, j'ai été avocat et après commercial. Et vous savez, pour en parler avec des confrères qui font du pénal, il y a ce qu'on appelle radio-prison sur les noms des avocats qui circulent. Mais vous avez aussi radio-hôpitaux et radio-centres de rééducation. Et les gens parlent beaucoup en rééducation, on parle énormément parce qu'ils ont beaucoup de temps. Et donc, les noms des avocats, voilà, quelqu'un qui est satisfait de son avocat va le recommander, véritablement. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Vous avez l'impression qu'il y a des victimes qui mettent du temps avant de s'entourer d'un avocat ? Oui, beaucoup. Beaucoup de victimes attendent. D'abord parce que, notamment en matière d'accident de la circulation, la procédure est ainsi faite, avec la procédure Badinter, que les assureurs visent à engager les victimes dans un processus amiable avec la notion de l'assureur est notre ami. C'est un assureur, il est là pour nous aider, nous accompagner. Et très souvent, c'est quand les difficultés vont se présenter que peut-être qu'il faudrait. J'ai le cas d'un dossier que je suis depuis maintenant. Ça a été l'un des premiers gros dossiers que j'ai rentré. D'un jeune garçon qui à l'époque avait 8 ans, qui était passager de son frère, percuté parce que le frère avait pas respecté une priorité, et le petit est devenu tétraplégique. Et vous avez cette famille bousillée, c'est-à-dire que vous avez à la fois votre fils qui est victime et votre autre fils qui est quelque part responsable de l'accident, des gens d'une gentillesse infinie, mais des gens simples qui faisaient confiance à cette compagnie d'assurance. Et puis, leur gamin était tétraplégique, était en centre. On leur a versé 50 000 € de provision qu'on s'est empressé de leur faire placer sur l'une des filiales de placement de la compagnie, avec donc de l'argent bloqué. Et des problématiques aussi bêtes que celles du véhicule pour ramener le petit le week-end se sont posées. Et un jour, quand ils ont présenté le devis qu'ils avaient fait faire sur les conseils de l'ergothérapeute du centre, un devis, alors il se passe que pour ce type de véhicule, c'est des marques allemandes, donc avec des prix assez élevés, et qu'on leur a dit, l'inspecteur corporel leur dit, vous auriez imaginé, vous, un jour rouler en Mercedes ? Et là, c'est le choc pour ces gens, et qui se rendent compte que finalement, tout va pas se passer aussi simplement. Et donc, ce dossier, typiquement, c'est un dossier qui est pris par un avocat, alors moi, en l'occurrence, 3 ans après son début, avec beaucoup de choses qui avaient pris du retard. Le projet de vie, il vivait dans une maison d'ouvriers sur 3 niveaux, il fallait envisager la construction d'une maison, évaluer le retour à domicile, la scolarisation, autant de questions que quelque part ces gens face auxquels ces gens étaient totalement démunis. Donc vous avez ces cas-là, et puis vous avez aussi les cas des gens qui suivent le processus amiable tout au long, tout son long, qui vont seuls en expertise, en première expertise, seuls en expertise de consolidation, et qui quelque part viennent vous consulter une fois qu'ils ont un rapport d'expertise désastreux, la proposition au rabais, et où là vous êtes obligé de leur dire, écoutez, soit on reprend tout à zéro et on va, le temps que vous avez passé, c'est du temps perdu parfois. Donc il y a beaucoup de gens, oui, qui prennent du temps. Et à contrario, vous en avez qui très très rapidement viennent à vous, souvent sur les conseils d'une association, des travailleurs sociaux qui en donnent jamais un nom, parce qu'on donne jamais un nom, mais qui donnent plusieurs noms, souvent la liste de la David d'ailleurs, et qui ont vraiment, je pense qu'ils ont vraiment, les travailleurs sociaux, un rôle pour expliquer aux gens que on peut rapidement être dépassé dans ce type de cas, et que faire appel à un avocat spécialisé, c'est essentiel. Voilà. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes installé, que vous avez votre activité ? Alors moi, je me suis installé donc fin 2016, donc ça fait, si je me trompe pas, on en est 6 ans maintenant. 6 ans, ouais. 6 ans, tout à fait. Quelles ont été les grandes étapes de développement de votre cabinet ? Donc vous dites 6 mois, vous avez fait beaucoup de commercial, ensuite vous avez fait avocat et commercial, parce que ça ne s'arrête jamais pour entretenir l'activité.
Comment est-ce que vous avez fait évoluer votre activité? Comment est-ce que vous avez structuré les choses? Comment vous êtes organisé? Je pense que d'abord, l'un des grands drames quand vous vous installez, très souvent, c'est la solitude. C'est-à-dire que moi, je me suis installé, j'ai pas pris de sous-location. Il se passe qu'on avait la chance de disposer, en effet, d'une loge de concierge qui est transformée en bureau. Donc, j'étais vraiment seul. Et il y a un moment, au bout d'un an et demi, où la solitude a été très lourde, où vous avez besoin, en tant qu'avocat, d'échanger avec des confrères, d'échanger des points de vue, même avec des confrères non spécialisés, mais parfois simplement, en parlant de quelqu'un, un juriste, un avocat qui ne connaît pas votre domaine, vous revenez au b.a.-ba du droit et vous avez peut-être trouvé la réponse à vos questions. Donc j'ai cherché une sous-location. Et j'ai partagé durant 2 ans les bureaux d'une consoeur absolument géniale, avenue de la Bourdonnais, avec qui je me suis super bien entendu. Donc déjà, j'étais plus seul. Le matin, j'avais quelqu'un avec qui prendre un thé, débattre, échanger. Bon. Et puis, les dossiers sont rentrés, l'activité a cru. J'ai d'abord pris un collaborateur à temps partiel pour gérer un peu le flux d'activité. Et puis, l'autre grande étape a été une association. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un ancien confrère qui était devenu inspecteur corporel dans une compagnie d'assurance, qui était mon inspecteur référent, avec qui je me suis bien entendu, qui m'a présenté une consoeur que je connaissais parce que j'avais plaidé contre elle, et puis lui avait décidé de se réinstaller au barreau de Paris, et puis on s'est dit que tous les trois, on pourrait peut-être tenter l'aventure d'une association. Donc on a créé une ARPI durant 3 ans, où là encore, ça a été quelque chose de fabuleux, parce que d'abord, on échangeait des compétences, aussi des modes de travail totalement différents. Parce qu'on a beau être dans un même domaine, on ne travaille pas tous de la même manière. Moi, j'avais été formé à la méthode Collard, qui est une méthode très dure, très procédurière. Voilà, ce qu'on envoie en premier à l'assureur, c'est pas une lettre amiable, c'est un projet d'assignation. Où là, au contraire, mon associé, lui, était beaucoup plus dans le processus de l'amiable. Et mon associée femme, elle, était totalement dévouée au droit médical, avec une exigence et une expertise que je possédais pas forcément. Donc ça a été, on a travaillé main dans la main durant 3 ans. Et si vous voulez, travailler en binôme ou en trinôme, en tout cas en équipe, avec des collaborateurs qu'on avait recrutés, des stagiaires qu'on formait, notamment une à laquelle je pense, qui a été notre stagiaire finale. On l'a accompagnée à sa prestation de serment, on lui a offert sa robe. Et aujourd'hui, c'est une excellente avocate et je suis fier de dire qu'elle a été formée par nous. Tout ce travail-là, si vous voulez, ça vous stimule, ça vous fait grandir. Et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie d'abord de suivre un DU à la Sorbonne en dommages corporels. Non pas que je pensais ne pas avoir les compétences, mais au contraire pour approfondir, pour rencontrer des gens qui se forment en même temps que moi, pour se poser à nouveau des questions, et ensuite présenter la spécialisation que j'ai eue il y a 3 ans. Et la logique était de vouloir adhérer à l'ANADAVI, ce qui a été fait l'an dernier. Donc cette association qui a duré 3 ans, on s'est séparés là en début d'année. Mais en tout cas, ça a vraiment été une étape, une transition hyper fondatrice. Voilà. Et comme moi, je pars du principe que dans la vie, il faut pas regretter grand-chose, mais il faut toujours tirer l'enseignement de ce qu'on a vécu et se dire que dans toute aventure humaine, il y a du bon. Voilà. Et même si cette association quelque part aujourd'hui n'existe plus, ça m'a fait grandir professionnellement énormément. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté parce que d'abord, je pense qu'on avait, vous savez, moi je me suis rendu compte que au fond, je suis quelqu'un de très indépendant, de très très indépendant, et que l'association, c'est quand même un mode d'organisation où il faut vraiment une concertation sur tout. C'est vraiment, je pense qu'une association à 2 est compliquée, à 3 ça l'est encore plus, parce que vous avez les couples à 3, ça fonctionne pas toujours très bien, et donc mon indépendance profonde, de ne pas dépendre des uns des autres,
de ne pas avoir... moi, j'avais développé depuis 5 ans des réseaux qui m'apportaient ma clientèle variée. Et je pense que je tenais absolument à ça. Voilà, je me suis rendu compte que quelque part, il y a des fois où j'avais envie de prendre des décisions sans pour autant devoir rendre des comptes. Et donc ça s'est arrêté en bons termes, hein, et c'est ce qui compte. Mais je pense que ça s'est arrêté à un moment où quelque part on avait sans doute, en tout cas à 3, fait le chemin qu'on avait à faire. Et mes 2 associés ont décidé de continuer ensemble, et je suis sûr qu'ils continueront avec un grand succès. Mais je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire à 3. Ouais. Donc ce que ça vous a apporté, ce que je comprends, c'est d'être confronté, de voir, d'apprendre d'autres manières de travailler. Oui, ça. Plus de rondeur, voilà. Plus de rondeur, une organisation, et aussi en termes de gestion d'un cabinet, si vous voulez, parce que moi j'ai beaucoup appris au cabinet de Jeanne Collard, non pas en prenant part à la gestion du cabinet, parce que j'y avais pas chapitre, mais en tout cas en observant beaucoup Jeanne Collard. Et ça, c'est une chance, parce que quand je me suis installé, j'avais des réflexes tout de suite. Après, le fait de devoir travailler à 3, puis ensuite, on est arrivé quand même, on avait une équipe, on était 10 en tout, donc une belle équipe. Ça vous apprend qu'un cabinet, c'est aussi du management. C'est la gestion des contingences, la gestion d'un agenda. Ça dépasse le seul savoir-faire juridique. Et ça, c'est hyper intéressant d'apprendre véritablement. Et puis aussi, dans la confrontation des points de vue, quand vous êtes 2, 3, 4, on n'a pas tous les mêmes points de vue, et c'est en débattant qu'on peut se rendre compte que l'autre, quelque part, a des idées intéressantes. Donc vraiment, moi, j'ai énormément appris de cette association, et je suis absolument ravi d'être passé par là. Ouais. Et donc, vous vous êtes réinstallé seul ? Alors, je me suis donc on s'est des associés, et donc j'ai emmené avec moi donc une collaboratrice, que c'est qu'en Harpie, on avait chacun notre collaborateur, donc je suis parti avec ma collaboratrice et une juriste, et également une assistante sociale. Alors c'est assez particulier pour un cabinet d'avocats. Ben oui, j'allais vous demander comment vous êtes qu'est-ce que cette organisation justement ? Si vous voulez, bon, donc juristes et avocats, ça paraît logique pour le suivi des dossiers. Simplement, on est en dommage corporel dans un secteur où les problématiques, elles sont hyper variées, où les gens ont besoin d'un accompagnement juridique, mais aussi d'un accompagnement humain, et qu'on ne peut pas en tant que juriste répondre à toutes les questions. Et par exemple, la victime qui va passer 6 mois, 8 mois, 1 an en centre de rééducation, tout au long de cette période, elle va être accompagnée par l'assistante sociale du centre. Et quand elle sort, c'est un peu un no man's land. Et je pense que pour un cabinet d'avocats en droit, en dommage corporel, le fait de disposer d'une assistante sociale en interne permet d'offrir aux clients un passage de flambeau, et d'accompagner aux clients dans comment monter un dossier auprès de la MDPH, à quelles aides ils peuvent prétendre, ou même simplement, nous, notre assistante sociale nous aide énormément dans le suivi des dossiers, parce que simplement, parfois, les gens appellent, ils ont besoin simplement de parler. Voilà, d'une oreille attentive. Et donc, c'est le rôle que joue cette assistante sociale, Céline, et qui le fait très bien, avec beaucoup de dévouement et de volonté. Et je pense que c'est vraiment un plus. Quand est-ce que vous avez décidé de recruter une assistante sociale ? Assez rapidement. J'ai d'abord collaboré avec une assistante sociale en freelance durant presque 4 ans. Très vite, parce qu'encore une fois, quand vous êtes dans ce domaine, quand vous parcourez les centres de rééducation, d'abord souvent les assistantes sociales, ce sont des interlocuteurs de choix pour l'avocat, parce que quand vous suivez un dossier, il faut rentrer en contact avec l'équipe médicale, et il faut rentrer en contact avec l'assistante sociale, parce que c'est avec eux que vous allez préparer la sortie de votre client. C'est le planning du dossier, la demande de provision pour financer le logement adapté, pour financer la tierce personne. Vous avez besoin d'être en relation avec eux, parce que c'est eux qui vont vous dire, voilà, le projet de sortie, c'est à la fin de l'année, donc il faut penser à le financer. Quand le client est parfois un peu perdu parce qu'il comprend pas trop ce qui se fait, souvent il va avoir peur de déranger son avocat. Donc il va aller voir l'assistante sociale du centre, qui va vous appeler. Donc j'ai vite pris conscience que
les assistants sociaux étaient des maillons essentiels de la prise en charge de la victime et que ça pouvait être intéressant d'avoir en interne quelqu'un qui communique avec eux, qui fasse l'interface et qui aide nos clients aussi à gérer la sortie et la suite du dossier. Donc assez rapidement, j'ai fait appel au service de l'assistance sociale et ensuite, la décision vraiment d'intégrer en interne, c'est quand je me suis réinstallé là en début d'année, où je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le nombre de dossiers qu'on a à traiter et leur importance font qu'il y avait du travail pour quelqu'un à temps plein sur l'accompagnement des victimes et l'offre globale qu'on souhaitait offrir à nos clients. Et c'est intéressant parce que c'est quand même c'est une charge en plus pour votre cabinet. Enfin, j'imagine que en plus c'est un contrat, c'est un CDI. Tout à fait. Donc c'est une charge en plus. Vous travaillez avec une clientèle qui est pas forcément une clientèle fortunée. Enfin, ça dépend. On peut avoir un accident, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, mais en tout cas. Il y a aussi des gens simples dans votre clientèle. Et comment est-ce que vous, enfin c'est une vraie question quoi. Comment est-ce que vous gérez d'un point de vue structuration l'absorption du coût de cette assistante sociale quoi. Parce que c'est pas quelque chose que j'imagine que vous payez. Il y a pas c'est pas une prestation en plus, vous n'avez pas des clients qui ont le droit à l'assistance sociale et des clients qui n'y ont pas le droit. Enfin, c'est inclus dans dans le dossier, dans la prise en charge globale du cabinet. Si vous voulez, je pense après c'est un coût qui est pas négligeable, loin de là. C'est aussi pour ça que ce recours à un CDI, un CDI à temps plein s'est posé le jour où j'ai su véritablement que nous avions la solidité financière de pouvoir l'assumer véritablement. Après, je pense aussi que ça participe de la plus-value que le cabinet a apporté. Vous savez, quand je me suis installé, j'ai fait le choix. Encore une fois, je vous ai dit, ma grand-mère m'avait laissé une petite assurance vie. J'ai fait le choix d'investir à l'époque, par rapport à mes finances, massivement dans un site internet, là où beaucoup de gens me disaient mais non, mais le site, il faut simplement que les gens puissent te trouver quand ils tapent ton nom, ne fais pas un site très cher. Au contraire, je suis allé dans une agence spécialisée, j'ai mis les moyens qu'il fallait pour que le site soit référencé. Aujourd'hui, il est très bien référencé, et ça m'a apporté. Il a été rentabilisé largement. Le rôle aujourd'hui de l'assistante sociale et l'investissement, je suis convaincu que ça apporte une plus-value dans la confiance et dans la pérennité des relations qu'on a avec nos clients. Un dossier que, tu sais, aujourd'hui, la clientèle, y compris chez nous, est très volatile. Vous avez des gens qui ont accès à Internet, les avocats en dommages corporels spécialisés ou avec une activité dominante. Vous tapez avocat en dommages corporels, vous avez 30 pages sur Google. Donc, le client qui ne se sentira pas écouté, pas suivi, n'hésitera pas à les consulter ailleurs. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui peut venir renforcer le lien cabinet-client sera forcément une plus-value. Voilà, je pense, je l'ai vraiment vu comme un investissement plus que comme un coût. Ouais. J'imagine qu'ils sont très rapidement en contact avec elle quand ils intègrent le cabinet. Oui, alors très rapidement. Après, moi, lors de l'entretien préalable que j'ai avec mes clients, là encore, par exemple, j'ai peut-être que je suis un peu trop vieille école, malgré mon jeune âge, mais j'ai l'absolue conviction qu'un avocat doit connaître son client physiquement. Si vous voulez, on a des confrères qui travaillent exclusivement à distance. Parfois, vous avez des clients qui n'ont jamais vu leur avocat. Bon, j'ai au contraire le sentiment que un client doit connaître son avocat. Donc, lors du premier entretien, je reçois les gens, je vais les voir là où ils sont, et je jauge la situation. Vous voyez, par exemple, il y a une semaine, je suis allé voir une cliente sur Rennes qui a eu un accident, qui était piéton, qui se retrouve dans une situation très compliquée, qui est resté 3 semaines à l'hôpital, puis après on l'a mis en hospitalisation à domicile, et qui se retrouve face à des complications financières épouvantables. La première chose, c'est de lui dire, nous on va mettre en route le dossier sur le plan juridique, mais on a une assistante sociale qui va vous permettre aussi de pouvoir bénéficier d'un plan d'action sur comment qu'elles aident
qui va pouvoir vous aider. Donc oui, dès que je sens véritablement qu'il y a un besoin, je les mets en relation. Et quand j'ai des clients qui, au contraire, sont toujours en hospitalisation et qui bénéficient encore du service social hospitalier, je demande à Céline de prendre contact avec le service social de l'hôpital ou du centre pour justement préparer la transition. Comment est-ce que vous... C'est vrai que... Mais je me rends compte que c'est marrant parce que moi, je viens un petit peu du monde quand j'étais avocate, je faisais du droit de la santé et je me suis plutôt orientée côté industrie, côté pharmaceutique. Mais mes premiers dossiers clients, ça a été du droit du dommage corporel. Mais j'ai pas été confrontée ni pendant mes stages ni autres à des dossiers très lourds et au long cours. Et j'ai repris conscience de ça en interviewant Marc-André Secaldi que vous connaissez, qui expliquait. Enfin, c'est vrai que moi je dis souvent à mes clients qui font du droit du dommage corporel, je leur dis ben voilà, l'idée c'est pas tellement que vous ayez de la récurrence avec vos clients, parce que a priori on a un accident, on n'en a pas deux. Enfin, faut souhaiter dans une vie que ce soit quelque chose de plutôt unique. C'est déjà assez dramatique comme ça. Et en réalité, en fait, quand bien même c'est un accident, une occurrence pour un certain nombre des accidentés, finalement, il y a presque quelque chose de récurrent dans la relation avec l'avocat, parce que c'est des dossiers qui se soldent pas tout de suite, avec des dossiers très lourds, qui mettent des années à se solder, etc., etc. Et je me souviens de cet échange avec Marc-André Secaldi où il disait que ça a impliqué une structuration du cabinet, ne serait-ce qu'en termes financiers, qui était particulière, puisque il y a le fixe, mais c'est le fixe pour de la longue durée, des procédures qui sont hyper longues, et puis il y a toute une partie de rémunération sur le résultat, mais que entre le jeu des provisions, les décisions temporaires, les trucs, les machins, enfin voilà, que ça faisait quelque chose de complexe. Vous, comment est-ce que vous vous organisez par rapport à justement cette particularité de ces dossiers-là? Si vous voulez, disons que c'est une vraie question. La question se pose surtout quand vous vous installez. Parce que bon, faut être clair, un cabinet en dommage corporel, il vit de l'honoraire de résultat, il vit pas de l'honoraire de base. D'autant que j'ai fait le pari, en tout cas j'ai fait le choix de ne pas demander lors de l'ouverture du dossier immédiatement le règlement des honoraires de base, parce que souvent les gens n'en ont pas forcément les moyens maintenant. Donc quelque part, vous êtes au début de votre activité confronté au nombre de dossiers qui doivent rentrer tous les mois. Bon, et donc c'est vrai qu'au début, et vous vous en rendez compte quelques années plus tard, parfois avec regret, les dossiers que vous allez prendre au début, vous les prenez souvent par besoin, et parfois ce sont des mauvais choix. En tout cas, aujourd'hui, il y a peut-être des dossiers que j'ai pris il y a 4-5 ans que je ne prendrai pas. Et cette nécessité de rentrer des dossiers, donc de rencontrer et de transformer de nouveaux clients, s'estompe un peu quand vos premiers dossiers sont liquidés et que vous commencez à avoir l'assise financière qui vous permet de... Et c'est vrai que c'est très particulier parce que vous avez des dossiers dont vous savez qu'ils vont être une part majeure de votre chiffre d'affaires, mais dans 4, 5, 6 ans. Et que donc, il y a en effet la nécessité de faire rentrer des provisions pour obtenir des honoraires de résultats provisionnels. C'est un équilibre financier il faut toujours avoir, on va dire, 12 mois d'avance. Voilà, il m'arrive encore aujourd'hui, sans raison réelle, mais d'avoir des bouffées d'angoisse. Ça a notamment été le cas au moment du Covid. Parce qu'au moment du Covid, si vous voulez, moi, quand on regarde mon chiffre d'affaires de l'année 2020, le chiffre d'affaires était très bon, était en augmentation par rapport à 2019. Sauf que j'avais l'absolue conscience que les répercussions du Covid, je les aurais pas en 2020, je les aurais en 2023, quand les dossiers que j'aurais dû rentrer, donc liquider, ne se liquideront pas, et donc ça va créer un creux d'activité. Donc c'est vrai que c'est toujours... vous arrivez toujours avec l'idée de vous dire, voilà, tel dossier estimé dans combien de temps il va faire entrer de l'honoraire dans vos caisses, mais aussi avec une priorité absolue, et ça, j'y tiens absolument, c'est que jamais, par exemple, je ferai transiger un client dans un de ces dossiers si je considère que la transaction n'est pas la bonne
simplement parce que je peux me dire, les honoraires que ça va me rapporter, j'en ai besoin. Oui, en gardant l'intérêt du client. Et ça, premier, c'est souvent, c'est souvent un dilemme auquel vous pouvez être confronté au début, de vous dire, peut-être que là, je vais pouvoir rentrer 5 000 € d'honoraires, peut-être que je pourrais en avoir 7 ou 8 dans 2 ans en plaidant. Il faut toujours garder, avant tout, l'intérêt de son client. Et donc, parfois, ça vous impose quelques nuits blanches. Mais au fond, je pense qu'une fois que la machine est lancée, une fois que vous avez pris cette gymnastique, les choses fonctionnent. C'est comme vous êtes toujours à bouffer d'angoisse quand vous engagez, quand vous prenez quelqu'un en CDI, de vous dire, mon Dieu, est-ce que ça va être absorbé? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Ou le nouveau collaborateur? Bon. Il faut, pour ça que je pense, de toute façon, dans notre domaine, mais dans tous les domaines, l'avocat aujourd'hui est avant tout un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Ouais, non, clairement. Non, mais c'est vrai que je trouve que ça rajoute un degré de complexité en termes de gestion de la trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a le business plan et il y a le business plan des avocats qui ont des activités comme celle-ci où il y a une grosse part de rémunération sur les résultats et où en plus ça peut s'étaler sur très longtemps où il y a des moments où on perçoit un argent qui est temporaire, un honoraire de résultat sur une provision. Si le client est amené à devoir la rembourser, Ce seront des honoraires à rembourser aussi. C'est des honoraires à rembourser aussi. Ça rend la trésor quand même compliquée. J'imagine que votre expert comptable ou votre experte comptable est votre meilleur ami. Oui, on échange beaucoup. On parle énormément et heureusement on s'entend très bien. Mais c'est vrai que c'est une source d'angoisse parce que tout comme vous avez beaucoup de trésorerie dehors, parce que par exemple vous avez les victimes qui vont avoir une expertise qui n'auront pas les moyens de payer le médecin conseil immédiatement. Et donc, dans ces cas, le médecin conseil, s'il ne peut pas attendre, et ça peut s'entendre de devoir être payé, c'est le cabinet qui va faire l'avance. Ouais. Est-ce que vous dites que vous avez fait le choix, qui est un pari risqué, entre guillemets, de ne pas demander d'acompte le fixe ou au moins une partie du fixe en début de relation, notamment parce que ce que vous constatez, c'est quand même que vous avez beaucoup de clients, beaucoup de victimes qui, à ce moment-là de l'ouverture du dossier, n'ont pas les moyens et en fait toute leur capacité financière, j'imagine, va dans leurs soins de première, dans leurs besoins immédiats. Et quel est votre retour d'expérience sur ce modus operandi? Est-ce que vous avez beaucoup de défaillances? Comment d'abord, je vais pas me jeter des fleurs ou des lauriers qui n'ont pas lieu d'être. La pratique de mon cabinet, elle est partagée par beaucoup de confrères dans ce domaine, donc on est beaucoup à faire ça. Ensuite, si vous voulez, oui, parfois vous avez des dossiers qui vous échappent, que les clients vous retirent. Alors après, vous avez plusieurs politiques. Vous avez celle de faire taxer les honoraires et de demander ce que prévoit la convention, c'est un règlement à l'heure. Ce que j'ai encore jamais fait, véritablement, parce que jusqu'à maintenant, j'estime que le client qui nous retire, il y a souvent le client qui y a une incompréhension, mais si une incompréhension, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas non plus été totalement compréhensible. Mais je suis pas confronté à cette politique de pas demander d'honoraires, m'a jamais causé véritablement du souci. Là où vous dites que quelque part peut-être vous avez été trop dans la démarche de l'accompagnement et de la bienveillance, c'est oui, quand vous prenez un dossier, quand vous le chiffrez, quand vous faites une assignation, que vous l'envoyez pour validation et que 2 jours plus tard vous avez une lettre de succession et que le travail est déjà fait. Voilà. Là, en effet, vous vous dites si j'avais su. Bon. Mais encore une fois, tout comme il m'arrive parfois sur des premières provisions, de pas prendre d'honoraires provisionnels de résultat parce que je sais que les gens ont besoin de cet argent. Voilà. Donc c'est toujours compliqué, si vous voulez, de garder votre nécessité d'être avant tout un gestionnaire de cabinet. Et puis aussi d'être l'accompagnant de gens qui souffrent et de pas il faut être entre le businessman et Mère Teresa. Donc il faut se rappeler qu'on est dans l'humain et il faut aussi se rappeler qu'on a une comptabilité à tenir. Et si vous voulez, moi parfois j'ai des gens qui appellent le cabinet directement
pour avoir un premier entretien rapide. Et il y a un moment, on est quand même obligé de leur dire, écoutez, on vous a donné les premiers renseignements, on n'est pas votre avocat. Et les gens confondent parfois, mais c'est aussi notre faute, je pense, la démarche de l'avocat engagé qui va renseigner brièvement des gens qui en ont besoin, et le rôle d'une association qui allait d'apporter des conseils gratuits. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez pour votre cabinet demain ? Écoutez, demain, d'abord, je veux garder une équipe soudée. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Si vous voulez, j'ai envie de travailler avec des gens qui s'apprécient. Voilà, et ça, je pense que c'est essentiel. Mais même au niveau des stagiaires, moi, quand je sélectionne des stagiaires, je les prends d'abord pour leurs compétences, leur cursus, mais il y a aussi véritablement le côté relation, parce qu'encore une fois, on passe beaucoup de temps au cabinet les uns avec les autres, et il faut nécessairement qu'il y ait une bonne ambiance. Donc d'abord, arriver à développer ce cabinet en gardant cet esprit d'unité. J'ai pas la vocation à avoir un cabinet énorme avec 15 collaborateurs. J'ai pas envie d'en faire une usine. Voilà, je veux d'abord que les clients aient le sentiment, quand ils appellent, d'être monsieur et madame un tel et de pas être un numéro de dossier. J'ai pas envie que mes clients voient leur dossier passer de main en main sans savoir véritablement qui les suit. Tout en conservant naturellement cet accompagnement de qualité et cet engagement quasiment philosophique aux côtés des victimes. Donc oui, ce que je souhaite à mon cabinet, c'est qu'il puisse se développer de manière raisonnée, mais bien, et qu'on puisse continuer à apporter aux victimes le plus possible, qu'on puisse faire avancer le droit aussi, véritablement. Et je pense que si on respecte ces engagements-là, les gens continueront à nous faire confiance. Qu'est-ce que vous voulez faire évoluer encore dans le droit ? Je pense qu'il y a plein de choses à faire évoluer. La lutte contre la volonté de barémisation, la reconnaissance de nouveaux postes de préjudice. Aujourd'hui, on a une nomenclature d'Intiac qui est magnifique, mais qui sans doute mériterait, à mon avis, d'être un peu retouchée, de faire bouger les lignes, par exemple, de permettre à des victimes qui auraient été victimes d'un même action médicale, de pas être indemnisées à 30% de moins parce qu'elles ont eu le malheur que ça se passe en secteur public plutôt qu'en secteur privé, parce que les juridictions administratives sont nettement moins généreuses que celles du secteur judiciaire, et qu'elles font une application aveugle du référentiel ONIAM. Il y a plein de combats à mener. C'est aussi la beauté de ce droit. C'est que c'est un droit qui évolue sans cesse. Alors, qui, je pense, pour un juriste pur, et pas forcément la finesse du droit incarné, mais qui touche tellement la réalité des gens. Voilà, c'est le droit du quotidien. Et donc, véritablement, il y a des fois, là, moi, j'ai un dossier que je viens de clôturer, une femme, affection iatrogène, donc action médicale non fautif, indemnisable au titre de la solidarité nationale, amputée de jambes, qui me confie son dossier, mais à bout, quoi. Elle a un fils qu'elle élève tant bien que mal, seule, bon. Et puis, donc, expertise, on fait reconnaître l'action médicale non fautive, puis ensuite on fait reconnaître les préjudices. On a une très bonne évaluation des préjudices devant la CCI. Et ensuite, la question qui se pose, elle reçoit l'offre de l'ONIAM, qui pour elle était importante. Parce que je pense qu'elle avait un chiffre qu'elle n'estimait pas un jour avoir pour elle. Bon. Et moi, en tant qu'avocat, je savais qu'on ne pouvait pas accepter ça. Bon. Donc, et je l'ai convaincu tant bien que mal qu'il fallait qu'on plaide ce dossier. Et durant la procédure au fond devant le tribunal de Bobigny, elle a disparu. Plus de nouvelles de ma cliente. Elle avait besoin de pièces, de la MDPH, et là, l'horreur. Véritablement se dire, mais comment on va faire ? Bon, il se passe qu'on
On a fait des pieds et des mains, on a appelé nous-mêmes les services du conseil départemental et de la CAF, on a réussi à obtenir les éléments, on a défendu ce dossier en l'absence de notre cliente, véritablement. Et puis, l'ordonnance de clôture et le renvoi pour plaidoirie est rendue. Et à 3 mois de la plaidoirie, la cliente... alors, pour dire à quel point j'avais été... Pour retrouver sa trace, j'ai même été jusque chez elle, à escalader un balcon pour tenter de la retrouver. Bon. Et elle réapparaît 3 mois avant, et elle me dit... parce qu'elle est toujours en contact avec le médecin conseil qui l'avait assisté à l'expertise, elle me dit, le docteur m'a dit que vous aviez continué à agir pour moi. Je dis, oui. Et elle me dit, mais ça va donner quoi? Je dis, maintenant on plaide dans 3 mois, donc on va voir. Et on a réussi à lui obtenir 4 fois plus, par voie judiciaire. Et là, objectivement, quand je l'ai reçu, je lui ai dit, écoutez, il faut que vous veniez, on a eu le jugement. De voir cette femme exploser en sanglots dans le bureau en disant, je vous remercierai jamais suffisamment parce que je sais que ça n'a pas dû être simple pour vous de me voir disparaître, mais vous avez continué à vous battre pour moi. C'est la plus belle des récompenses, de se dire qu'on aura permis à cette femme d'avoir les moyens de se reconstruire et de vivre dignement. Bon. Et ça, c'est une belle victoire, au-delà de la question purement financière des honoraires. Je pense quand par exemple un client vous retire son dossier, en tout cas pour moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pas de me dire j'ai perdu des honoraires. C'est avant tout la relation humaine cassée qui me pose problème, véritablement. Donc ça, je tiens vraiment à ce que ça dure, qu'on ait la confiance de nos clients et qu'on puisse se développer avec des clients qui nous font confiance et qu'on soit digne de cette confiance qu'ils nous accordent. Quels sont les dossiers que vous ne prenez plus aujourd'hui? Alors, les dossiers que je ne prends plus... d'abord, je ne prends plus les dossiers... si vous voulez, c'est vraiment une perception. Alors, ce que j'ai appris depuis ces 6 ans d'installation, que j'étais moins confronté quand j'étais collaborateur, parce que c'est pas moi qui prenais la décision, c'est que vous avez souvent une impression de premier rendez-vous et qu'il faut vous y fier. Voilà. Je veux dire, le client avec qui vous sentez que vous n'allez pas être en totale adéquation, il faut pas le prendre. Parce que si vous n'êtes pas en adéquation avec lui lors du premier rendez-vous, c'est par définition que vous ne serez pas à la hauteur de ce qu'il attend. Et donc, il n'en sera pas satisfait et ce sera une histoire qui se finira mal. Donc ça, moi, j'ai vraiment l'impression du premier rendez-vous, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des considérations de gestion, oui, quand vous vous installez, le client qui vient, alors bien sûr, vous regardez quand même si le dossier est viable, mais vous allez prendre ce dossier. Bon. Et vous vous retrouvez 4 ans après avec des rapports très compliqués avec vos clients, qui sont jamais contents. Bon. Et les dossiers, par exemple, des dossiers que je ne prends plus, ce sont des dossiers d'accidents mortels. Et pourtant, j'ai au fond de moi-même la foi profonde de plaider devant un tribunal correctionnel dans ce type de dossier. Donc, quand je vais plaider un dossier mortel devant une juridiction pénale, encore une fois, là, pour le coup, j'emmène ma vie avec moi dans le prétoire. Mais en parlant avec les gens, je veux savoir ce qu'ils attendent de cette procédure pénale. J'ai jamais été, pour ma part, animé par la soif de vengeance. Et c'est quelque chose que je ne peux pas porter. Voilà. Je comprends la colère, et souvent je la partage. J'arrive pas à être l'interprète, à être le porte-voix de la vengeance. Et donc ça, c'est des dossiers que je ne vais pas prendre. Parce que je sais que je ne suis pas l'avocat qu'il faut à ces gens. Je vais les décevoir parce que je reste toujours... vous savez, parfois, vous voyez les dossiers, quand vous analysez le procès-verbal d'accident, vous comprenez l'accident. Hein, y a des accidents, parfois, qui sont un concours de malchance. Sauf que la nature humaine, face à l'horreur qu'est la mort, exige de trouver un coupable. Et parfois, les gens veulent absolument... Et au fond de vous, vous savez que, oui, peut-être qu'il y a une petite connerie de la part du type en face, qui est un jeune, mais que pour autant, ça en fait pas un salaud en puissance qu'il faut détester ad vitam aeternam. Et donc ça, ces dossiers-là, je les prends pas parce que je pense que je suis pas celui qu'il leur faut.
véritablement. Et après, si vous voulez, c'est vraiment du feeling. Alors, par contre, le dossier que je considère comme ne justifiant pas le recours à un avocat ou les dossiers que je prends pas, si, les dossiers que je prends pas sont ceux où vous allez être le 4e conseil. Parce que vous savez très bien que il y aura un 5e derrière. Il y aura un 5e, ou alors que s'il y en a pas, ça va être au prix de terribles efforts de tentatives de compréhension et de prise sur vous. Vos liens avec Jeanne sont toujours coupés ? Jeanne est décédée l'an dernier, donc aujourd'hui c'est coupé. Alors, j'ai malheureusement, oui, nos relations n'ont pas pu être. On échangeait des SMS de temps en temps, mais pas autant. Donc vous aviez renoué un petit peu quand même. En tout cas, on va dire qu'il y avait quelques échanges. Voilà, je pense que ça va pas été aussi loin que ce que j'aurais souhaité. Par contre, j'ai réussi à renouer avec des membres de sa famille. Donc ça, c'est important. Voilà, de ne pas avoir totalement coupé le lien. Mais je pense que le plus important, c'est qu'elle demeure au cœur de mon activité, de ma réflexion quotidienne. Il m'arrive encore aujourd'hui de me dire qu'est-ce que Jeanne aurait fait à ma place. Donc, quelle que soit la fin de notre, en tout cas la manière de notre relation s'est quelque part atténuée. Je garde à l'esprit quelqu'un d'exceptionnel qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, et je pense que ça, je lui devrai à toujours, pour toujours. Quelle est votre dernière joie ? Ma toute dernière joie, moi je suis quelqu'un je suis assez contemplatif parfois, donc je pense simplement, je pense ça a pu être sur, il y a quelques semaines encore, être sur un catamaran, à regarder un magnifique coucher de soleil et se dire, j'ai la chance de pouvoir vivre ça. Voilà, je pense que et professionnellement, c'est sans doute un courrier que j'ai reçu il y a une dizaine de jours, d'une cliente que je viens de faire indemniser, elle et sa fille, suite à un travail sur la route dont sa maman était victime et elle a perdu son papa dedans. Et ma cliente me mettait un petit mot en me mettant, je vous mets la photo de ma fille, je ne sais pas si vous avez dans votre cabinet un tableau où vous accrochez les photos de vos clients, mais accrochez-la et vous pourrez vous souvenir que vous avez rendu le sourire à cette jeune fille. Voilà, je pense que ça c'est un beau cadeau de la vie professionnelle. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Sous ma robe, souvent, je ne porte pas de costume déjà parce que quand je suis en robe, je me dis que ça me permet d'être un peu plus cool. Donc sous ma robe, c'est souvent être à l'aise. Donc un t-shirt, un manche longue, un pantalon habillé et un caleçon assorti. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!